bienvenue dans la matrescence. Vous écoutez l'épisode 71 de la saison 3. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré et postnatal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles, dont une qui s'appelle Jasmine et qui est née en septembre 2020. Et d'une autre petite fille de 3 ans. Je m'appelle Ella. Bienvenue de la matrescence. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. Et puis surtout, partagez sur les réseaux sociaux. J'ai lancé mon site web, vous pouvez aller y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez jamais écoutés. Tout y est clémentinesarlat.com. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai la sensation que nous faisons partie d'une génération qui soulève des questions, qui remet en perspective certaines idées et qui avance pour mieux déconstruire. Et Cécile Doherty-Bigara en est le parfait exemple. Elle est l'autrice du livre Nouvelle mère, un récit autobiographique et poignant qui raconte sa maternité. À travers son livre, elle a voulu révéler toute l'ambiguïté de ce rôle si précieux, mais si déstabilisant. Dans cet épisode, nous parlons beaucoup de transmission, de transgénérationnel et du poids de la famille. On aborde également les thématiques liées à la honte et à ce sentiment d'inadéquation que ressentent beaucoup de mères. Pendant 2 ans, Cécile a noté ce qu'elle ressentait, ces moments de grande souffrance au point où elle avoue avoir cru mourir. Il lui aura fallu beaucoup de patience pour se reconstruire derrière cette maternité qui a balayé sa vie telle qu'elle la connaissait. Mais 3 ans plus tard, Cécile lève le voile sur ce tabou et raconte ce qui, aujourd'hui, la nourrit profondément pour vivre plus sereinement sa maternité. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Cécile. Coucou Clémentine. Merci beaucoup, surtout de me faire le plaisir d'être venue jusqu'à moi. T'es pas très loin, c'est Toulouse, mais quand même, t'as fait 2 heures de train, donc je vais te dire un grand merci. Merci de m'avoir invitée. Donc le bruit, c'est ma fille qui joue avec son jeu. Bon, déjà, dans ton livre, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Nouvelle mère, tu as un petit passage sur la matrescence. Ouais. Tu en parles, donc j'aimerais que tu me racontes, toi, comment est-ce que tu définirais ta matrescence ? Super question. Pour moi, la matrescence, déjà, c'est la prise de conscience que le phénomène de devenir mère est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus complexe que ce que je croyais en étant une petite fille qui voit sa mère, ou même en étant une jeune femme qui se dit « Ah, peut-être qu'un jour j'aurai des enfants ». Je n'avais absolument pas saisi, on ne m'avait pas transmis que c'était une expérience complexe et nuancée, et brute et aussi forte qu'elle l'a été. Donc je pense que c'est déjà ça, je dirais. Quand je pense à matrescence, je pense au fait qu'il y a une époque dans ma vie où je ne connaissais pas ce mot et où j'étais pas consciente de cette réalité et j'étais pas consciente que toutes les femmes que je croisais dans la rue et qui étaient derrière une poussette et qui allaitaient vivaient ça et où j'avais l'impression que c'était un peu inintéressant leur vie, alors que maintenant je me rends compte c'est absolument passionnant. Pourquoi est-ce que tu as voulu écrire ce livre ? Déjà, j'aime écrire. J'aime lire et j'aime écrire. Donc, c'était déjà un défi, un challenge d'autrice, en fait. OK, il y a un sujet qui me parle, je vais écrire 200 pages là-dessus. Il faut que je garde la lectrice et le lecteur intéressés. Il faut que j'arrive à créer un rythme. Il y a vraiment ce défi juste de créer une œuvre, en fait, une œuvre d'art, en tant qu'artiste, on va dire. Et ensuite, ça a été pourquoi ce sujet-là, parmi d'autres sujets qui m'intéressent également. Et je crois que c'est parce que c'est le sujet
déjà qui m'a surpris, comme je te disais, par le décalage qu'il y a entre ce que le monde croit qu'est la parentalité et ce que les parents vivent quand ils sont parents. Je crois qu'il y avait quelque chose qui était thérapeutique. Je viens vraiment d'un monde où, c'est rigolo, mais dans le monde de la spiritualité ou du yoga ou même de la thérapie, de la psychologie, on te dit on te dit fais tout l'inverse de ravaler et courir vers la prochaine étape. Dès que tu as une difficulté, essaye de t'asseoir avec, essaye de la sentir. Et donc pour moi, il y avait un peu de ça, de dire ok, c'est ces 2 années que je viens de passer, plutôt que de continuer dans le mouvement vers l'avant et oublier très vite et faire bonne figure en disant auprès des copines et des potes ah oui, tout va bien, etc. Je me suis dit il y a quelque chose de thérapeutique, et c'est Christelle, une amie, qui m'a dit ça. Elle m'a dit quand on raconte une histoire, on doit toujours se demander à qui est-ce qu'elle rend service. Donc elle me dit, quand on raconte son histoire familiale, son histoire de couple, souvent on raconte des histoires qui nous rendent service, où on dit oh, ça se passe super bien, je schématise beaucoup. Mais parfois quand on raconte une histoire beaucoup plus complexe, cette histoire elle sert les autres. Et donc je crois qu'il y avait un peu de ça dans Nouvelle Mère, d'aller dans la vulnérabilité, de partager quelque chose qui créerait des ponts avec d'autres femmes, d'autres mères ou non-mères ou d'autres personnes, ou juste quelqu'un, comme je l'ai été souvent dans ma vie, qui ne s'intéresse absolument pas à ce sujet, qui trouve ça inintéressant, et de dire mais pas du tout en fait. Je vais essayer de rendre ça drôle et passionnant et surprenant, et que tu te rendes compte que ce grand truc de la vie qu'est devenir parent n'est pas ce que tu croyais que c'était. Alors, tu es issue d'une famille double culture. Ton papa est de culture plutôt anglo-saxonne et ta maman est mexicaine. Comment est-ce que c'est d'être mère quand on est au Mexique ? Est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment une différence avec la culture française ? Est-ce que tu l'as vécu de cette manière aussi ? Tu sais, en m'intéressant au féminisme, je dirais que certes, il y a une différence entre être mère en France et au Mexique, et en même temps, pas tant que ça. Donc au Mexique, comme en France, on est beaucoup dans ce truc que je crois que tu as déjà entendu dans ta vie, où tu sais, quand on rencontre un couple où ils disent toujours oui, mais à la maison, c'est elle qui porte, je sais plus c'est quoi l'expression, c'est elle qui porte la culotte, c'est elle qui décide. Et en fait, dans le féminisme, on étudie beaucoup le fait que plus on dit ça, plus ça traduit à quel point cette femme, certes, elle a du pouvoir à la maison, mais elle manque complètement d'un pouvoir à l'extérieur. Elle a pas de travail, ou alors peut-être un travail où elle est moins rémunérée, elle a moins de pouvoir économique, etc. Donc, ça, au Mexique, c'est très fort, en tout cas dans la culture de ma mère et de la culture familiale, où on idolâtre les mères. Et en même temps, on voudrait pas être à leur place, parce qu'être à leur place, ça veut aussi dire, comme je te disais, pas pouvoir travailler, ou alors travailler en même temps, avoir toute la charge familiale. Donc c'est vraiment un quotidien qui est hyper exigeant. Et je trouve qu'en France, il y a un peu de ça, où certes, on a peut-être des conversations plus sur l'égalité des sexes et sur le féminisme, mais on est quand même hyper genrés, on est les héritiers de nos parents, et du coup, pour moi, être mère en France, c'est aussi hériter de beaucoup d'injonctions, et hériter de plein de travail à plein temps, en fait. Le travail d'être mère qui est à plein temps, son travail si on en a un qui est à plein temps, le travail de prendre soin de soi, parce que maintenant c'est devenu une injonction supplémentaire. Donc c'est quasi le truc qui tout d'un coup devient trop, en fait, et qui fait, on en a beaucoup discuté toutes les deux, que quand on devient mère, souvent ça crée une rupture, une révolution, une crise, une mort, parce que tout d'un coup on se rend compte que le paquet est trop gros, ou alors qu'on va devoir sacrifier certaines choses ou créer quelque chose qui nous ressemble davantage. Je te pose la question par rapport à la relation, la différence plutôt entre le Mexique et la France, parce que je sais aussi qu'au Mexique, notamment, au niveau des traditions, vous parlez des 40 jours, vous prenez soin de la mère au début, dans son postpartum immédiat. Est-ce que ça, tu l'avais intégré, ancré, même si ta mère vit au Mexique, donc elle était loin? Comment est-ce que tu t'es accommodée de ces coutumes-là? Tu les as utilisées pour toi? Tu sais, je crois que je serais peut-être pas la meilleure ambassadrice de ça, puisque je suis mexicaine sans être experte du Mexique. Mais je crois que c'est cette idée que au Mexique, les gens font les 40 jours ou le rebozo et tout ça, ça reste anecdotique également. Ça reste des personnes citadines comme nous, qui sont beaucoup devant des écrans, qui sont loin de leur famille d'origine,
le Mexique d'il y a 60 ans et à 100 ans, je pense que le Mexique de maintenant ressemble beaucoup à la France de maintenant. Et des quelques femmes que je connais qui ont eu des enfants, je crois pas tant qu'il y en ait qui respectaient les 40 jours, en fait. Bon, c'est un peu long, les 40 jours, c'est vrai. Ouais, c'est long, hein. Donc oui, tu as la sensation qu'aujourd'hui, au Mexique, en tout cas, cette tradition, elle se perd pour les jeunes générations. Oui, je suis sûre qu'elle se... Alors peut-être qu'elle est comme... On est vraiment dans cette phase où on perd des choses et on les regagne. En ce moment, c'est un peu... Il y a deux mouvements. Peut-être qu'au Mexique, ce qui est encore plus fort, c'est vraiment cette idée que c'est le rôle de la femme d'être mère. Et que le mec, l'homme, c'est un peu un enfant, il sait pas trop ce qu'il fait. Il est là, mais c'est un peu quelque chose qui est important pour moi aussi dans Nouvelle Mère, c'est de dire que pour moi, dire que la femme a le rôle principal et le père a le rôle secondaire, c'est injuste en fait. Et si on y réfléchit vraiment, c'est pas du tout naturel, c'est culturel et on peut le changer. Et je pense qu'au Mexique, c'est encore plus fort qu'en France, mais en France, on est dans la même dynamique. C'est parce que je pense que moi, en France, j'avais jamais entendu parler de la part de ma mère de ne serait-ce que de soigner son postpartum, de ce qu'on peut... la nourriture, des 40 jours. Toi, tu en avais un petit peu entendu parler quand même. Honnêtement, c'est plus... C'est plus toi qui t'en es... C'est plus moi, avant de tomber enceinte, qui ai cherché des bouquins. Et parce que je suis dans le milieu de la spiritualité, qui est un peu habituée aux façons de faire qui sont alternatives. Et parce que je m'intéresse aussi beaucoup à l'idée de ne pas s'épuiser, de comprendre son énergie... on en a aussi discuté toutes les deux, mais cette idée de valoriser les gens qui se lèvent très tôt le matin et qui amassent une quantité de travail incroyable et se couchent tard le soir et pensent à personne, et pensent à tout le monde sauf à eux-mêmes, c'est plus une image qui me fait rêver en fait. Moi, ça ne me fait pas rêver que quelqu'un me dise ça, donc je crois que ça fait partie de cette dynamique aussi de dire, bon, bah, accoucher et dire au bout d'une semaine, c'est bon, c'est reparti... ça ne me fait pas rêver en fait. Je suis sûre qu'il y a deux choses plus profondes qui cherchent à s'exprimer. Dans ton livre, tu parles beaucoup de ta relation avec tes parents, avec la famille et tout ce lien transgénérationnel. Et ce qui m'a d'entrée frappée, c'est l'anecdote que tu racontes où tu poses des questions à ta mère et que ta mère, en fait, elle se souvient de rien quasiment dans ta petite enfance. Enfin, en tout cas, pas des difficultés qu'elle a pu rencontrer. Et c'est un peu en filigrane tout le long du livre, on le retrouve et même à la fin, et tu te rends compte que toi aussi au final tu commences à oublier. Est-ce que tu penses que le fait que ta mère c'est pas contre elle, elle a juste pas pu te transmettre ce qu'est la réalité de la mère, ça a aussi eu un rôle dans comment toi tu as vécu ta maternité? Complètement. Juste avant d'enregistrer, toutes les deux on parlait de parents, de femmes qui disent que leur postpartum se passe mieux que ce qu'ils avaient imaginé. Et on disait à quel point cette situation est également possible parce qu'il y a un héritage qui est assez récent, qui est de toute cette parole qui a été libérée sur qu'est-ce qui se passe vraiment une fois que tu sors de la maternité, en fait. Donc, j'espère qu'il y aura de plus en plus de personnes qui, parce qu'elles n'arrivent pas avec les yeux fermés et plein d'idéalisation dans la tête, effectivement, sont limite surpris positivement. Tant mieux, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Moi, quand j'ai décidé de tomber enceinte, j'avais deux images dans ma tête. J'avais ma maman, qui m'avait juste dit qu'elle avait adoré être mère. Et j'avais une femme que je suivais sur Instagram et qui venait d'avoir un enfant et qui, une semaine après la naissance de son enfant, était déjà au boulot. Elle avait son bébé dans un bras. En même temps, elle était en train de travailler. Et c'est vraiment comme ça que j'ai abordé le fait de tomber enceinte. Je me suis dit, je me suis vraiment dit, ok, tu vas avoir un enfant et ça va être un truc en plus de ta vie, sans réaliser que ça allait être juste... sans réaliser que ça allait être une nouvelle vie, en fait. Ça allait être le cœur de ma vie. Ça, je l'avais pas compris, en fait. Et je crois que dans le fait que ma mère ait oublié... Oui, il y avait peut-être un peu de reproche au début où je me disais, mais t'aurais dû mieux me préparer. Et maintenant, je me rends compte, et j'en parle dans le livre, que c'est pas vraiment auprès de ma mère, finalement, que j'ai glané tous ces repères, c'est auprès de les femmes qui ont des enfants en même temps que moi, qui vivent les choses en même temps que moi. Et ce troisième processus dont tu parles, qui est que maintenant, mon fils a 3 ans, dans quelques jours. Et ce que je nomme dans le livre, ces 2 premières années, c'est loin pour moi. Et je sais que si je l'avais pas écrit, bah
le travail de l'oubli se serait mis en place et ça aurait même pas été parce que j'aurais fait exprès, parce que j'aurais pu peut-être reprocher à ma mère de t'as fait exprès d'oublier certaines choses au lieu de me les transmettre. C'est juste que le cerveau est probablement ainsi fait et qu'un enfant, ça change tellement tout le temps que, honnêtement, tu regardes des vidéos de ton enfant il y a 1 an et tu es là, mais c'est qui cette personne ? C'est fou qu'on ait eu cette vie-là. Et une des choses qui m'a poussée à écrire ce livre, c'est aussi de me dire, mais puisqu'on est toutes et tous plus ou moins en train de vivre cette période de matrescence, de complexité, d'ambivalence, en faisant du mieux qu'on peut, souvent en allant au-delà de nos capacités, on n'a pas le temps de s'asseoir et d'écrire un livre là-dessus. Et donc je me suis dit, si toi vraiment tu as cet appel qui est vraiment fort et que tu sens que tu peux le porter d'une certaine façon, fais-le, parce qu'il n'y a pas assez de films et de livres et de musique qui ont été créés sur cette période que plein de gens vivent, parce qu'on passe tous très vite à autre chose finalement. Dans ton livre, il n'y a pas toujours... Je me rassois bien. Il n'y a pas toujours que des moments où tu racontes les choses qui sont joyeuses et agréables, il faut bien être honnête. Et il y a une phrase qui est forte dans ton livre. Tu dis que tu as cru mourir. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce que tu as écrit ça ? Je crois que c'était autour des 6 mois de mon enfant, je dirais entre 6 mois et 1 an, où l'énergie du début était un peu passée, où je prenais véritablement conscience de cette nouvelle vie qui s'installait. Je crois que c'était également lié à une grosse fatigue. C'est un des paramètres de la parentalité, mais c'est vrai que le sommeil, quand on vit une parentalité où notre enfant a beaucoup de difficultés de sommeil, on passe par des états mentaux vraiment de détresse absolue. Pour moi, je pense le plus difficile en termes de, je sais pas comment dire ça, de sensations physiques, oui, ça a été ce manque de sommeil où même si tout ton corps te demande un certain repos, ou enfin, tu pourrais envoyer balader tout le monde et tout, mais tu peux pas envoyer balader ton enfant, donc tu fais des choses qui vont vraiment au-delà de tes capacités. Et je crois qu'il y a vraiment eu un moment entre les 6 mois et les 1 an où c'était à la fois l'expérience dans sa vraie longue durée, dans son vrai changement qui se révélait au grand jour. La frustration aussi de ne pas pouvoir faire les choses qui me nourrissaient. Je suis quelqu'un qui, en tant qu'hypersensible, je suis quelqu'un qui se nourrit beaucoup en étant seul, en étant dans le calme et en dormant. Et j'arrivais vraiment à la limite de mes capacités en fait, de ressourcement. J'étais frustrée de ne pas pouvoir écouter un podcast, lire un livre comme je l'aurais souhaité. Et il y a vraiment un moment donné où je me suis sentie piégée en fait. Et encore une fois, je pense qu'une part de la difficulté n'était pas la difficulté en elle-même, c'était le fait que je croyais que ma difficulté était erronée, qu'elle était anormale, qu'elle était incorrecte. D'où cette importance de la libération de la parole pour que chacun et chacune qui se retrouve chez elle dans un moment difficile, en même temps qu'il vit le moment difficile, n'est pas en train d'avoir ce qu'on appelle la deuxième flèche. Dans le bouddhisme, on en parle. Cette deuxième flèche de « j'ai honte de moi, j'ai raté quelque chose, tout le monde y arrive sauf moi ». Et je crois que c'est ça que j'essaye de décrire également dans le livre. Il y avait la difficulté et il y avait la croyance que ça se passait pas pour moi comme pour les autres. Alors que depuis que j'ai publié le livre, j'ai tout l'inverse. J'ai que des retours qui vont dans le sens de merci, et même des mamans qui maintenant ont des enfants de 30-40 ans et qui me disent mais enfin maintenant je peux revisiter cet épisode et nommer des parties de moi qui étaient blessées ou qui avaient besoin d'attention ou qui se disaient personne se rend compte de ce que je suis en train de vivre, je me sens seule. Et maintenant il y a plein de femmes qui me disent je vais donner ça à mon mari, il va comprendre ce que j'ai vécu. Et donc ouais, tout ça pour dire que cette mort, c'était... je crois que il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, être parent, c'est une mort identitaire. Et c'est normal que ce soit des mots forts, parce que vraiment, ils sont à la hauteur de ce que c'est. Et on en discutait tout à l'heure. On sait toutes et tous qu'après la mort, il y a une renaissance. Et en plus, on baigne vachement dans ces discours-là actuellement, où il faut sans cesse se renouveler, etc. Mais il faut le dire quand même que quand tu es dans le creux, quand tu es dans la mort, c'est dur, quoi. C'est dur. Et c'est aussi, si je peux rajouter ça, quelque chose qui m'a donné envie d'écrire Nouvelle Mère, où au cœur de la tempête et en sortant de la tempête, j'ai réalisé que cette expérience de devenir parent m'a permis d'actualiser tellement de choses. Ma relation avec ma mère, ma relation avec mon père, ma relation à ma culture d'origine. Il y a vraiment des belles choses qui sont nées de ça, mais aussi parce que je me suis laissée sentir cette mort. Et donc, une partie de Nouvelle Mère, c'était aussi de dire, si vous traversez une tempête,
est-ce que c'est possible de rester un peu avec cette tempête et de sentir les contours qu'elle a et qu'est-ce qu'elle me fait et auprès de qui c'est le plus difficile d'être mère en ce moment? Est-ce que ça réveille quelque chose avec ma mère, avec mon père, avec mon compagnon, avec mon travail? Qu'est-ce que ça vient questionner? Parce qu'il y a un pouvoir de pointe... il y a un pouvoir de pointer du doigt des choses que fait la parentalité qui est juste fabuleux. Mais il faut avoir le temps et l'espace de vivre cette transformation. Vous avez le droit à un petit produit de la part de Jasmine en direct. Je sais pas si ça s'est entendu. En tout cas, ça sent. Tu dis aussi une autre phrase qui m'a beaucoup marquée, que j'aime beaucoup. Enfin, c'est toute l'histoire de il faut un village pour élever un enfant. Tu dis on n'est pas fait pour élever des enfants seuls. Et vous, votre configuration familiale avec ton compagnon a fait que vous êtes retrouvés seuls au niveau de la famille. Tu penses sincèrement que ton expérience, elle aurait été complètement différente avec la famille autour? Oui, mais ce que j'ai compris maintenant, c'est qu'elle aurait été différente, mais avec de nouveaux défis. Ouais. Ça m'a vraiment manqué d'être qu'un binôme qui se relaie autour d'un enfant. Ça m'a manqué de ne pas avoir une tierce personne. Ça m'a manqué de ne pas être avec mon enfant et en même temps avec un groupe de femmes qui auraient été mes cousines et mes tantes. Et je crois aussi, je me rends compte maintenant à quel point nos enfants ont besoin aussi de se construire avec d'autres adultes, avec d'autres façons d'être adultes, pas juste notre version à nous et celle du deuxième parent. Mais ce que j'ai réalisé également, c'est que quand on est très entouré, quand on a de la famille qui habite tout près, on a aussi un regard extérieur qui habite tout près et qui fait des remarques. Alors parfois de façon vraiment irréfléchie, on réfléchit pas du tout au fait que ces jeunes parents sont en train de se construire, on y va à fond. Mais aussi parfois vraiment si on fait vraiment pas attention à comment on se comporte devant un jeune parent, on peut très vite l'inonder de manque de tact en fait dans la façon de parler. Donc ce que j'ai observé aussi, c'est que dans notre façon de faire famille, on est très libre d'inventer des nouvelles règles parce que la présence des autres règles de ma belle famille et de ma famille est loin en fait. Et j'ai remarqué, mais vraiment c'est que mon expérience, j'ai pas fait de sociologie là-dessus, que les parents qui habitent à côté de la famille, par contre, ont plus de mal à faire le truc à leur propre sauce. Ou alors passent beaucoup plus de temps à remettre les autres à leur place en fait. Il y a quelque chose qui se joue là-dedans. Et tu dis aussi j'ai beaucoup essayé d'écrire les citations que tu as, mais il y a un chapitre que tu termines en disant j'en veux follement à nos familles de continuer à vivre leur vie, de ne pas déménager à Toulouse, de ne pas faire plus d'espace dans leur agenda, de ne pas voir qu'on a besoin d'eux. Et je trouve que ça résume bien aussi toute l'ambivalence qu'on peut ressentir quand on devient parent, on a besoin de nos parents, mais en même temps pas trop près, et en même temps pas tout le temps, mais en même temps quand on a besoin, et en même temps c'est vital. Et je trouve que c'est très dur de gérer ce sentiment ambigu, parce qu'on sait qu'on n'est pas fait pour vivre avec nos parents H24, soyons honnêtes. Mais dans ce moment particulier de la vie, souvent, on a besoin de se reconnecter à nos racines. Oui. Et enfin, ce qui se passe entre un enfant et ses parents quand cet enfant devient parent, d'un point de vue de la psychologie humaine, j'ai rarement vu un truc aussi fascinant que ça. Tout est bousculé, toutes les lignes sont bousculées. Chacun doit réapprendre un rôle. Il va y avoir des gens avec qui ça va se faire super bien, des gens avec qui ça va être hyper difficile et tu t'y attendais pas. Donc, on en parlait tout à l'heure de... Moi, je lis beaucoup de livres où les gens font des choses extraordinaires du type être des explorateurs et des exploratrices. Et je me souviens de m'être vraiment dit, mais il faudrait écrire un livre sur ce que nous, on est en train de vivre, parce que aller en explorateur en Sibérie, en mode je vis pendant 3 mois tout seul, c'est sympa, surtout pour un homme blanc, mais être parent, c'est intense. Et je sais plus pourquoi je disais ça, mais voilà, en tout cas en termes de sujets qui sont fascinants, le séisme qu'il y a dans une lignée familiale, quand il y a un nouvel enfant qui se rajoute, c'est vraiment digne d'intérêt. Est-ce que tu as la sensation, paradoxalement, que dans la maternité, finalement, l'enfer, c'est aussi les autres? Pas que la famille, mais les amis, parce que l'image, tu en as parlé un peu de Instagram, de l'image que peuvent nous renvoyer les autres, de ce que nous, on vit, et en même temps, on a envie d'être soutenu. Comment est-ce que tu arrives à gérer, comment tu as réussi à gérer tout cet entourage qui peut-être a des bonnes intentions, mais parfois, c'est plus blessant qu'autre chose? C'est marrant parce qu'avant que tu le nommes comme ça, que tu dises l'enfer c'est les autres, j'y avais jamais pensé et c'est vrai. Je pense que l'enfer c'est les autres, c'est
même en dehors de la parentalité, c'est ce qu'on pourrait dire actuellement dans l'ère des réseaux sociaux, où j'ai un ami qui m'a offert un super livre dernièrement, et c'est une sorte de dessin animé pour adultes, et il y a écrit quelle est la plus grande perte de temps, et le petit enfant répond se comparer aux autres. C'est la plus grande perte de temps qui soit. Donc je pense qu'on est tous soumis à comment l'enfer ça peut être les autres. Et dans la parentalité, oui, c'est drôle ce que tu dis, parce que il y a la libération de la parole. Donc il y a le fait que je peux accéder en ce moment à des quotidiens de personnes qui sont loin de moi ou que je ne rencontrerai jamais dans la vraie vie. Et je peux voir une image dans les réseaux sociaux d'une femme qui tire son lait, qui pleure, et réaliser que waouh, ok, je suis pas seule devant cette machine à galérer, on est plusieurs, donc ça crée de la sororité, ça crée de l'humanité. Et en même temps, c'est dans l'autre sens aussi de voir des personnes qui accomplissent des choses ou qui semblent accomplir des choses, et moi je me sens en retard ou pas à la hauteur, la façon dont j'éduque mes enfants, quand est-ce que je mets mon enfant pour être gardé, les opportunités qu'ont les autres. Il y a beaucoup de comparaisons qui fait que tu passes la moitié de ton temps à vivre ta vie et la moitié de ton temps à la comparer à ceux des autres. Un truc aussi que j'ai nommé dans le livre, c'est comme même dans la parentalité, alors il y a une forme de solitude, alors que c'est probablement le métier le plus partagé au monde, et il y a aussi une solitude qui est liée à l'âge, en fait. C'est vrai, quand tu as une amie qui a un enfant qui a 2-3 ans de plus que le tien, bah, vous vivez 2 mondes différents, vous vivez 2 univers différents. Donc les possibilités de faire des ponts, en plus avec ce travail d'oubli, sont pas toujours accessibles. Je crois que pour moi, en tout cas, je dois sans cesse, après avoir vu des gens qui ont des enfants, et quand je me retrouve toute seule ou avec mon compagnon, avec mon enfant, je dois sans cesse faire à un moment donné une forme d'inventaire avec moi-même, ou pas d'inventaire, mais de juste me dire avec moi-même, c'est très bien ce que tu fais aussi, chacun son histoire, pour déceler les petites graines de frustration ou de comparaison qui se sont plantées. Je pense qu'on fait tous ça tout le temps, mais c'est sûr que dans la parentalité, c'est un service que je me rends de faire ça et de réaliser ce que je te disais, tu sais, quand tu m'as demandé est-ce qu'avoir la famille près de soi facilite la vie, et je t'ai répondu oui, mais ça apporte d'autres problèmes. On en a beaucoup discuté avec mon compagnon de comment chaque chose a un coût, en fait. Donc, quand tu mets ton enfant très très tard en crèche, tu te dis « Oh mon Dieu, mais la personne qui met son enfant au bout de 2 mois en crèche, la chance qu'il ou elle a, etc. etc. » Et non, en fait. Il y a de la souffrance, il y a de la culpabilité, il y a peut-être un choix qui n'était pas vraiment un choix, mais qui a été imposé. Donc, de réaliser « Ok, chaque situation, elle a un prix, elle a un coût. » Et donc, ma situation, telle qu'elle est, avec ses ambivalences, c'est la mienne. Et je l'aime et je l'ai choisie. Et si j'ai besoin de changer des choses, je le fais, mais... Ouais, c'est vraiment un cadeau à s'offrir en tant que parent de ramener de la douceur et de la tendresse vis-à-vis de sa propre expérience. C'est souvent le plus dur. Comment est-ce que tu décrirais ta relation à ton conjoint depuis que vous êtes parents ? T'en parles beaucoup dans ton livre, et je trouve avec un regard hyper tendre, et je pense qu'on aimerait tout avoir un mec aussi ouvert que le tien. Johan, si tu nous écoutes. C'est vrai qu'on a commencé tous les deux la parentalité en étant tous les deux féministes. Donc, ce que j'entends par féministe, c'est qu'on avait lu des textes féministes, et on comprenait la définition, qui est simplement un mouvement qui vise à l'égalité culturelle et sociale et politique des hommes et des femmes. Et donc, alors que notre enfant n'était pas encore arrivé, on avait déjà réfléchi à comment tous les deux arrêter de travailler autant de temps. On était plein de bonnes intentions, en fait. Mais je dois dire que je trouve ça extrêmement dur de passer d'un couple qui partage des responsabilités, mais aussi de l'insouciance et du plaisir, à un couple qui partage tellement de tâches et tellement de choses à faire, et tellement de poids sur nos épaules, financiers, aussi Je remarque par exemple quand on a une journée qui est longue ou difficile, et à la fin de la journée, il y a cette chose de « Ok, est-ce que je passe du temps avec moi, ce dont j'ai besoin, ou est-ce qu'on passe du temps ensemble, ce dont on a besoin aussi ?» Et comment, en tout cas pour nous, on va peut-être plus prioriser de chacun faire son petit truc dans son coin. Mais du coup, cette relation, elle est vraiment de toutes les relations, de toutes les choses qu'il y a dans la vie. Elle devient la chose la plus maltraitée, en fait. La plus... elle porte tout. Et ça que je trouve incroyable, c'est que
dans le cas d'un couple qui a des enfants et qui partage une maison, c'est grâce à ce binôme, grâce à cette équipe que tout est possible. Et pourtant, c'est vraiment la plante qui reçoit le moins d'eau. Et ça, je m'interroge vraiment, je pense que c'est quelque chose qui ne se fera pas tout seul, de revenir ou d'aller vers quelque chose de plus équilibré, mais qui va vraiment demander un effort conscient de notre part. De réintroduire ce que c'est que d'être tous les deux en mode plaisir et insouciance, alors qu'on est habitué à être 24 heures sur 24 en mode devoir et efficacité. Vraiment, je te dis très sincèrement, on est en plein dans cette prise de conscience. Maintenant, mon enfant va avoir 3 ans. Entre guillemets, le plus difficile est passé, même s'il y a plein d'étapes, mais voilà, il y a une forme de stabilité et d'harmonie. Et maintenant, on se regarde, on est là, ok. Et maintenant, il y a ces 2 personnes qui ont bravé les tempêtes et qui ont beaucoup changé, en fait, et qui ont besoin de recréer un lien. C'est pas facile. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles aussi, dont on ne parle pas du tout. Pas non du plus. tout. Non, enfin, déjà parce que nos mères et nos pères, si nos parents étaient dans un couple hétérosexuel, peut-être que nos mères ont même pas eu l'espace mental pour questionner des choses que nous, on questionne. Quelque chose que j'ai beaucoup avec ce livre, avec ma mère et avec d'autres femmes plus âgées, c'est de dire, mais moi, je savais même pas que je pouvais revendiquer, contester, demander à ce que quelque chose soit différent. C'était mon rôle, c'était ma place. Donc il y a tellement de choses qui ont été ravalées. Et nous, au contraire, on est une génération qui est différente. Mais du coup, on n'a pas non plus trop leur expérience de voilà comment nous, on a fait pour recoller les morceaux. C'est tout frais, c'est tout nouveau. Bah, ça m'intéresse vachement ce que tu dis, parce que j'imagine que ta mère a lu ton livre. Oui. Comment elle a réagi ? Quelle discussion est-ce que vous avez eue ? Franchement, elle a été formidable sur ça. C'était vraiment la lectrice que j'attendais le plus. Et j'en parle dans le livre aussi, c'est parce que ma mère est la personne avec laquelle, moi, en devenant mère, j'ai eu le plus de difficultés à me réharmoniser. Donc, il y avait déjà un truc en cours où on essayait toutes les deux de trouver comment être ensemble, en acceptant que chacune avait changé, surtout moi. Et quand elle a lu le livre, elle a eu beaucoup de fierté, beaucoup de larmes. On en a beaucoup discuté. Elle m'a vraiment dit, je reçois ce livre comme une ode à qui j'ai été. Et comment dire ça ? Elle me dit qu'en fait, à travers mon regard, elle se sent valorisée de choses qu'elle a fait, mais qu'elle n'a jamais cru même qu'elle pouvait recevoir une valorisation par rapport à ça. Elle a tellement intégré que c'était ce qu'il fallait faire. Il fallait faire ça, en fait. Il fallait, dans son cas, arrêter de travailler. Il fallait donner toute sa vie à ses enfants. Il fallait vraiment réduire comme une peau de chagrin sa vie personnelle. Et elle a trouvé beaucoup d'épanouissement et beaucoup de difficultés aussi. Et pour elle, de recevoir cette vague de maintenant je suis mère et je te vois vraiment dans l'entièreté de ce que tu as été. Je crois que ça a été très fort pour elle. Et ça rejoint quelque chose que j'ai réalisé récemment, qui est que, on en parle dans le fait d'être mère en patriarcat, que les mères, elles sont historiquement, les historiennes de la maternité en tout cas, disent que les mères, elles ont eu pour l'instant que 2 places. Soit elles sont glorifiées, soit elles sont blâmées. Et ce qui nous manque, c'est de voir que c'est des humaines en fait. Et donc, souvent, ce que dit un travail de thérapeute ou de psychologue, c'est essaye d'aller à la rencontre de ta mère, de lui poser des questions. Comment c'était pour toi quand il s'est passé ça ? Comment tu vivais ça avec le compagnon ou la compagne ? Et de réaliser derrière l'image, derrière l'institution de la maternité, qu'il y a une humaine, en fait. Il y a un être humain qui avait une vie avant nous, qui avait des difficultés, qui avait une santé mentale particulière. Et je trouve que c'est ça que ça a créé, la lecture, le fait que ma mère lise mon livre et qu'on ait toutes ces conversations, c'est que je ne vois plus ma maman comme cet ange merveilleux ou comme cette personne qui me déçoit, mais plus comme un être humain. Ouais, je préfère cette relation maintenant. C'est vraiment une relation que je qualifierais d'adulte dans son côté le plus positif. C'est une relation plus équilibrée, où tu vois, comme tu dis, l'entièreté de sa personne. Ouais. C'est vrai de découvrir que nos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Pas toujours facile à accepter si on a des
des griefs et on a des choses à reprocher, mais au final, ils ont vécu ce que nous, on vit. Et nous, je trouve qu'on a un temps d'avance parce qu'on a accès à vraiment beaucoup d'informations que eux n'avaient pas, clairement. Et comme tu dis, n'avaient pas l'espace pour se questionner. Et je pense que ça, c'est un cadeau qu'on doit saisir, de pouvoir se questionner, même si ça remue beaucoup de choses et qui sont vraiment pas simples. Est-ce que t'as eu la sensation que de s'émanciper du regard de ta mère, c'est quelque chose de difficile à faire et qui est nécessaire pour devenir mère? Tellement. Je crois que ce que j'ai réalisé dans les dernières années, c'est que tu as vraiment une partie de toi qui est la partie consciente et tu as une partie de toi qui est la partie inconsciente. Donc, tu peux avoir une partie de toi qui est consciente et qui, je sais pas moi, croit dans l'égalité des sexes, croit dans le fait qu'une femme peut à la fois être mère et être une professionnelle, je sais pas, irait dans la rue militer pour le droit à l'avortement. Et ensuite, tu as une partie qui est inconsciente, qui est archaïque, qui est ancienne, et qui est tout le poids du collectif, de l'héritage familial, de ce que ta mère et ton père t'ont dit, en fait. Et parfois, même si tu fais des choses où consciemment, intellectuellement, tu sais que c'est une bonne chose, où tu es d'accord, il y a une autre partie de toi qui est en lutte, en fait, et qui souffre, et qui te juge, et qui rend certaines décisions difficiles. Et moi, en devenant mère, j'ai vraiment réalisé à quel point la vie de ma mère, l'expérience de ma mère était un peu comme une trame dans ma tête. C'est difficile à nommer parce que c'est pas comme si j'allais le suivre. Je suis Cécile, j'ai ma propre vie, je vis dans un autre pays, mon compagnon est une autre personne. Mais il y avait quand même sa façon de faire. Et ensuite, il y avait ma façon de faire. Il y avait toutes les fois où ça marchait pas, donc c'était peut-être parce que je faisais pas comme elle. Il y avait toutes les petites remarques, l'air de rien. C'est difficile hein, d'être adulte, d'être humain, de communiquer sans faire mal. En fait, il y a eu plein de petites remarques, des fois ça m'a pris du temps de vraiment les digérer, de mettre chaque personne à sa place et de dire voilà, c'est sa façon de penser, mais voilà la mienne. Enfin, tout ça, ça demande du vrai travail. Et donc, pour moi, on en discute, j'arrête pas de dire la même phrase, mais c'est vraiment ça, on en discute souvent avec mon compagnon. En ce moment, on parle beaucoup de comment le plus difficile, c'est d'être parent devant ses propres parents. Quand tout le monde t'a respecté dans ton rôle de parent, il y a toujours le moment où tu rentres chez les parents. Et là, des fois, tu te retrouves par le jeu de chacun dépossédé de ton pouvoir, ou beaucoup plus influençable, où tu te retrouves à te taire alors que d'habitude, tu aurais vraiment affirmé haut et fort ce que tu pensais. Et c'est encore un nouveau challenge, être parent devant ses parents. Et moi, ça m'a beaucoup aidé de faire une thérapie, de préparer des conversations dans ma tête avant, en disant, pas justement avec ma mère, mais avec ma thérapeute sur moi je sens ça quand il se passe ça, et vraiment créer un périmètre de sécurité pour ensuite avoir cette conversation où je suis quasi sûre de ne pas trop avoir mal, ou en tout cas de dire voici comment je me sens, voici ce que j'attends, etc. Apprendre à communiquer l'une avec l'autre. Et je rajouterai un truc que j'ai trouvé très intéressant en écoutant une psychologue qui disait on croit souvent en ce moment que l'authenticité c'est dire ce qu'on pense. Mais souvent, le chemin vers des relations authentiques, ça passe par préparer en avance ou à côté ou en aparté, se préparer à ce qu'on va dire ou à ce qu'on pense et vraiment être au clair sur ce qui en est. Et ça a beaucoup été ça finalement, ce chemin avec ma mère, de préparer en fait cette émancipation avec une thérapeute, avec mon compagnon, pour arriver face à elle et être plus solide que je ne me sentais vraiment. Et ensuite, petit à petit, aller vers plus de spontanéité et d'authenticité. Alors pourquoi est-ce que tu as appelé ton livre Nouvelle mère? Qu'est-ce que tu voulais signifier derrière cette appellation? C'est tellement marrant de nommer un livre. Ah, j'imagine que c'est tout un processus. J'avais le nom du livre avant de l'écrire. Ok. Et je crois que j'aimais bien l'idée de nouvelle mère, une mère toute récente qui vient de commencer cette aventure. Et j'avais aussi l'idée d'une nouvelle génération de mères. C'était mon super pari d'avoir ça dans le titre. En sachant aussi qu'il y avait un écueil, il y avait un obstacle. On a beaucoup discuté avec ma maison d'édition, qui est qu'il y a plein de gens qui du coup ne vont pas se sentir concernés. Parce qu'ils vont se dire, je ne suis pas une nouvelle mère, je suis une mère beaucoup plus établie,
ou tout simplement je suis pas parent, c'est un truc de parentalité. Et d'ailleurs c'est un truc que j'aimerais discuter avec toi, mais qui vont se dire bon ça me concerne pas. Et je crois que j'ai été cette personne-là. Et maintenant je me rends compte à quel point la parentalité ça concerne tout le monde, c'est humainement hyper riche, c'est spirituellement hyper riche. Donc même en sachant qu'il y avait cet obstacle que plein de gens allaient peut-être pas se sentir concernés, et que j'espérais que le texte et ce que j'ai dit allait les convaincre ou le bouche à oreille, j'ai pris le choix de ce titre. Oh, je trouve que c'est vrai, on y voit plusieurs degrés de lecture. Quand on lit Nouvelle mère, moi je vois pas tout de suite le fait que tu es mère d'un jeune enfant. Je vois qu'il y a tout un nouveau processus qui s'est mis en place et qu'on est une génération aussi qui cherchons différentes choses, je trouve, dans la parentalité et l'équilibre qu'on veut y mettre. Même si j'aime pas trop le mot équilibre parce que c'est jamais vraiment équilibré. C'est un mensonge. C'est irréaliste en fait, je trouve. Il y a des moments où on privilégie, comme tu l'as dit, un enfant qui a 3 ans, c'est pas pareil qu'un enfant qui a 3 mois, ils n'ont pas les mêmes besoins, donc on adapte en fonction. Donc l'équilibre, il est là aussi, c'est adapté en fonction de l'âge et de ce qu'ils nous demandent. Mais ce qui serait bien, c'est que cet équilibre, il soit demandé au père, au deuxième parent en tout cas. Que ça ne repose pas que sur la mère de trouver l'équilibre, en fait. Oui, et là tu parles de féminisme, et qui est aussi une des raisons pour lesquelles questionner la parentalité, c'est intéressant, et c'est tout particulièrement ça nous appelle en tant que femmes, c'est que historiquement, c'est le rôle qu'on a eu, et c'est le rôle que plein de gens ont eu et qui leur a empêché de faire autre chose. Donc on a des générations entières derrière nous de femmes qui ont voulu à la fois être mères et être autre chose et qui n'ont pas pu. Et donc nous, on hérite de ça, et avec beaucoup, encore plus de feu et de ça boue encore plus, et on est encore plus sensible à l'injustice. Notre génération est beaucoup plus sensible à l'injustice. Donc en tant que femme, vraiment, s'il y a un point cardinal à questionner pour nous rendre service, c'est la parentalité. On en discutait juste avant de faire cette conversation. Est-ce que ta vision, toi, du féminisme a évolué, changé quand tu es devenue mère? Oui, je dirais même que... Alors déjà, au niveau de la chronologie de ma vie, c'est vraiment quand je suis devenue mère que j'ai lu des textes féministes. Je trouve qu'il y a une différence entre être plus ou moins pour le féminisme et tout d'un coup te dire « Ok, je vais lire un texte sur l'IVG, je vais lire un texte sur les lesbiennes, je vais lire un texte sur la charge mentale. » Vraiment un texte féministe, parce que ça a une capacité à juste faire exploser ton cerveau et t'ouvrir les yeux. Et moi, vraiment les textes que j'ai lus, et j'en parle dans mon livre, c'est Sorcière de Mona Chollet. C'est le premier vraiment livre avec lequel je me suis assise et que j'ai digéré. Donc chronologiquement, ça a coïncidé avec le fait que j'étais devenue mère. Et quand tu me parles de ça, moi j'ai toujours la même image qui me vient à l'esprit. C'est moi en postpartum, je crois que mon fils devait avoir 2-3 mois, dans la rue, en allant au petit carrefour du coin acheter quelque chose, habillée un peu comme j'ai pu, me regardant, et honnêtement pas forcément en aimant ce que je voyais, en étant peut-être dans un regard très dévalorisant de qui j'étais devenue. Et croiser dans la rue ce jeune garçon de 20 ans, fier de lui, et qui vraiment, dans la façon dont on s'est croisé, dont on s'est regardé, me renvoyait cette image qu'il était le phénomène le plus important de la Terre, qu'il était un être humain au sommet de la montagne, tu vois. Et moi, j'étais là et je me disais, je suis la raison pour laquelle cette société continue, je suis la raison pour laquelle l'espèce humaine continue, je suis la femme qui a la possibilité par son utérus de porter la vie. Et ce que je viens de faire est aussi peu compris et valorisé. Ça m'a vraiment blessée. Il y a vraiment eu quelque chose où je me suis dit, il y a un décalage immense en fait. Il y a d'ailleurs un chapitre là-dessus dans le très beau, livre de La fierté d'être nouvelle mère. Et qui est vraiment... Ouais. Moi qui suis en postpartum, en le lisant, je me disais, ah ouais, merci, vas-y. Donne-moi encore plus d'amour, ça fait du bien. Et oui, puisque en fait, on pourrait construire notre société en disant, waouh, il y a cette personne qui est la personne qui a un utérus qui peut avoir un enfant. Grâce à elle, l'espèce humaine est en capacité de se reproduire. Donc, qu'est-ce qu'on va les valoriser, qu'est-ce qu'on va les accompagner, et puis quand l'accouchement va se finir, qu'est-ce que le deuxième parent va prendre le relais, parce qu'elle en a déjà beaucoup donné. On pourrait vraiment construire une société qui regarde les choses comme ça, et à l'inverse, c'est celle qui a à la fois
la joie et le fardeau de du coup avoir cet utérus et pouvoir avoir des enfants qui ensuite, entre guillemets, le payent toute sa vie par plein de choses très liées au travail, au salaire et aux sacrifices que beaucoup plus les femmes font. Donc, ça me semble fou que cette capacité soit devenue quelque chose qu'ensuite, elle le dit Mona Choisir sorcière, c'est du coup elle forcément qui doit changer les couches, c'est elle qui doit aller à tous les rendez-vous chez le pédiatre. Au lieu de se dire, bon, y a ces 9 mois où elle est enceinte, et ensuite, à partir du moment où l'enfant est né, les deux parents, on va mettre en pratique des compétences pour devenir des parents forts, et ben, la femme prend de plus en plus d'avance dans ce rôle et perd de plus en plus de place dans d'autres rôles de sa vie. Ah, ce décalage, il peut faire mal au sein du couple. Inconsciemment et parfois involontairement de la part de l'homme, parce que n'oublions pas que de la femme, mais le deuxième parent n'a pas le droit à beaucoup de temps avec le bébé. Donc forcément, quand on passe pas de temps avec, on développe pas beaucoup de compétences. Et on sait que le lien d'attachement, il se fait en passant du temps, en faisant le care, comme on dit. Sinon, il s'évapore, ce lien. Je pense que c'est un peu comme nos pères ont eu. Ils se retrouvent plus tard quand l'enfant part, joue. Hein. C'est l'image du papa qui joue et de la maman qui dit c'est l'heure d'aller se coucher. Mais c'est dommage qu'on n'arrive toujours pas à réinverser ces rôles, ou en tout cas à amener à côté de nous le père dans la même parentalité, parce que c'est bénéfique aussi pour l'enfant et pour le parent. C'est bénéfique, et en même temps, je comprends que c'est pas un choix que tous les hommes, encore une fois, on parle du cadre hétérosexuel, il y a plein d'autres cadres, mais oui, c'est aussi parfois des sacrifices, et je comprends que peut-être qu'on va trop promptement dans ce rôle de je suis celui qui quitte la maison, parce que c'est pas facile d'être à la maison. On en a parlé toutes les deux. Moi, je l'ai retrouvé, je l'ai nommé chez moi et je l'ai retrouvé dans d'autres livres sur le fait que on croit tous et toutes que comment dire, le père quitte la maison et va travailler, mais ça peut être un tel soulagement de quitter la maison et d'aller travailler, de sortir du brouhaha, de l'incertitude, du bazar que c'est la vie avec un enfant, où vraiment c'est intense et il y a peut-être parfois pas de répit. Et moi, je le vois, comment je me suis construit avec cette idée de papa va travailler, et puis il ramène l'argent, et il est courageux, et pas du tout de valoriser ce qui se passait à l'intérieur de la maison. Ce que je crois que c'est dans la vidéo de Brut où je dis, et en plus souvent ils sont augmentés dans les entreprises. Parce que génial, ils viennent de devenir patriarches. Et nous, c'est le travail invisible, c'est vrai. Et encore une fois, ça crée... Je pense que beaucoup de mères ressentent peut-être cette rage ou cette colère en elles qui est dirigée vers le père, mais qui est en fait liée à la société. C'est pas que le père. Et c'est difficile, moi, je trouve, dans un couple, de faire comprendre à l'autre, puisqu'il n'est pas à la maison toute la journée, il voit pas ce qui se passe, pourquoi on peut nourrir cette colère. Toi, t'as pas eu... Si, t'as nourri un peu cette colère ? Je sais plus dans le livre ce que tu... Nous, on était dans une situation où... Nous, on est allé à l'opposé. Avec Johan, avec mon compagnon, on s'est vraiment dit, on va tout faire à 50-50. La journée a été divisée en deux. Ah oui, c'est vrai, dans vraiment. toi, tu expliques. Si je me levais la nuit pour l'allaiter, lui aussi se levait la nuit pour voir si j'avais besoin de quelque chose. D'ailleurs, tout le monde, bon, nos familles nous disaient, mais c'est n'importe quoi. Johan devrait au moins dormir, et de toute façon, il sert à rien, c'est toi qui l'allaites. Je dis, non, par principe, on se lève tous les deux. Donc on a vraiment tout fait à 50-50, et on comprend aussi à quel point c'était un peu absolu et tu peux jamais vraiment faire ça comme ça. Mais du coup, non, je n'ai pas nourri de frustration vis-à-vis de mon compagnon. Par contre, j'ai vraiment observé que les gens ne nous parlaient pas du tout aux deux de la même façon. Et à quel point, souvent, les femmes, d'ailleurs, venaient me voir et me disaient, mais qu'est-ce qu'il est sympa, qu'est-ce qu'il est bon papa, qu'est-ce qu'il est génial de faire ci, de faire ça. Et moi, vraiment, c'est normal. C'est normal, quoi. Donc c'était plus cette idée de, ok, en fait, dans ce nouveau rôle, moi, j'ai juste intérêt à pas me rater. Et toi, dès que tu feras quelque chose qui est mieux que la génération précédente, ce sera waouh. Ah, j'aime bien cette notion. Tu dis, toi, t'as pas intérêt à te rater. Que t'as raison, soit on est glorifié, soit on est tiré vers le bas. Et tout ce truc autour de la honte pour les mères. En anglais, on dit le mommy shaming. Je trouve que c'est un vrai sujet. Je t'ai posé une question en te disant que tout n'est pas rose, n'est beau et joyeux dans ce livre, mais il y a aussi un passage que j'ai trouvé très pertinent et fort, où tu expliques ce qui a été salvateur et ta soupape.
et c'est ton cercle de femmes. Et j'aimerais bien que tu nous en parles parce que je pense que c'est pas très connu, les cercles de femmes, et je trouve ça tellement merveilleux. Les seules fois où j'en ai fait, c'est une bouffée d'oxygène et d'amour. Donc je pense que tu en fais souvent, enfin hors Covid. Mais tu veux nous raconter en quoi, en étant mère, ça t'a permis de reprendre pied un peu? Oui, bien sûr, avec plaisir. Le cercle de femmes, je crois que c'est une tradition assez ancienne qui revient un peu au goût du jour. C'est mettre en place des conditions qui ont l'air toutes bêtes comme ça, mais qui produisent régulièrement de la magie. Donc les conditions, c'est que des femmes dans un lieu qui s'assoient. Alors avant, elles peuvent, je sais pas moi, prendre l'apéro ou genre manger un petit peu, se demander comment ça va chacune. Et ensuite, on se met en cercle et on a un bâton de parole. Et à tour de rôle, quand on a le bâton de parole, on va pouvoir s'exprimer soit sur ce qu'il y a au fond de notre cœur, sur ce qui est lourd, ou même juste on peut choisir d'être complètement superficiel et de ne pas aller en profondeur. Ça fait partie de notre souveraineté de décider qu'est-ce qu'on se sent de partager aujourd'hui. Soit on partage sur une thématique qui est précédemment choisie par la facilitatrice. Donc ça peut être, je sais pas moi, le bilan de l'année, la sexualité, la parentalité, le corps. Il peut y avoir une thématique comme ça. Et à tour de rôle, chaque femme s'exprime. Souvent, ça dure entre, je sais pas, 2, 5, 10 minutes. Et personne ne l'interrompt. Personne ne l'interrompt ni de façon bienveillante pour lui dire « Ah oui, ah là, là, ça n'a vraiment pas l'air facile, je suis avec toi », ni pour lui partager son expérience. Donc il y a vraiment une écoute silencieuse mais hyper active. Vraiment, les personnes t'écoutent, elles sont là. Et quand tu as fini ton partage, tu passes le bâton de parole et c'est à l'autre. Et l'autre, si ce que tu as dit la touche, elle peut rebondir, mais en rebondissant sur son expérience. Donc c'est pas le truc de « Ah bah tu vois ce que tu as dit, moi je te conseillerais de faire ça ». C'est vraiment « Ça m'a réveillé ça parce que moi justement je vis ça ». Et je dis que c'est un cadre tout bête qui crée des choses magiques parce que déjà le fait de pouvoir parler sans être interrompu, c'est juste fou. C'est fou ce que je peux réussir à sortir de moi, qui est vraiment tapis dans les pénombres, juste parce que je suis pas stressée par le fait de prendre trop de place. Je suis pas stressée parce que je te saoule et je parle trop. Parce que je vois pas que tu es tout impatient de dire quelque chose et on est tous comme ça. Et je laisse parler. À un moment donné, j'arrive à quelque chose qui est profond et je peux peut-être pleurer ou dire quelque chose que j'ai honte de dire. Et vraiment, paf, il y a un soulagement qui se passe. Et dans le cadre moi, j'ai commencé les cercles, j'étais maman, et on était donc 7 femmes, dont 3 étaient mères. On était 2 jeunes mères et une maman un peu plus âgée d'une enfant de 5 ans. Et je pouvais voir déjà qu'il y avait un décalage énorme où elle était beaucoup plus... Elle était moins au bout du rouleau. C'était plus... l'après en fait. Et d'entendre donc Elsa, qui est l'autre jeune mère, qui est une amie que j'adore, et de l'entendre alors qu'on est copines et qu'on est de très bonnes copines, dans ce cadre, dire des choses que je l'avais jamais entendu dire avant en fait. Et de voir aussi comment dans ma tête j'étais persuadée que pour elle ça se passait beaucoup mieux ou que telle chose n'était pas difficile, et de juste elle la laisser dans son cadre de 5-10 minutes entendre sa fatigue, entendre sa difficulté dans le couple, entendre sa difficulté dans la famille, entendre ce que moi aussi j'ai, tout ce truc de voilà, et maintenant comment on fait pour gérer avec tout ça. Et je crois que ça a été un des premiers espaces où j'ai eu l'impression de parler vrai avec d'autres parents. C'est un peu une expression bizarre, parler vrai, parce que bon, ça peut tout vouloir dire et rien dire, mais c'est un des premiers moments qui m'a permis de me décoller un peu de ma honte, de ce que je ressens, ce que je pense n'est pas ok, n'est pas correct. Et ensuite, ça t'apprend aussi à être un peu plus comme ça avec les autres, à observer comment, quand quelqu'un parle, t'es juste impatient de l'interrompre avec ta super idée, à faire de l'écoute active. Et je sais que ces cercles, il y a un aspect... Je crois que c'est proposé dans beaucoup de villes. Alors c'est payant, ce qui est complètement logique vu qu'il y a une facilitatrice. Et chaque mois, c'est une nouvelle personne. Nous, on est un groupe de femmes, on est le même groupe depuis 2 ans. Et on espère continuer longtemps comme ça. Donc je pense que si quelqu'un cherche sur Internet, il peut trouver ça. En sachant aussi que ça commence à devenir très à la mode. Et j'ai aussi des échos de cercles de femmes pas super bien menés, où la facilitatrice donne son avis, donne des conseils, n'est pas bienveillante. On arrive
tellement un espace de profonde vulnérabilité qu'il faut être sûr quand tu es à cet endroit que tu te dis « Ok, je me sens en sécurité. » Si quelque chose cloche, si quelque chose me paraît bizarre, vraiment pas hésiter à dire « C'est pas pour moi » et partir. Je rebondis sur ce que tu dis sur l'écoute active plutôt. Moi, j'ai du genre à interrompre tout le temps dans la vie de tous les jours, mais dans le podcast, je trouve que c'est mon espace où je prends enfin le temps de ne pas trop interrompre. J'interromps de temps en temps, mais vraiment, je trouve que c'est pour ça que le podcast, c'est vraiment chouette, parce qu'on peut laisser l'autre personne, on sait qu'on a 1 heure, et c'est beaucoup 1 heure quand on laisse parler quelqu'un quand même. Et c'était le leitmotiv de Lorraine Bastide dans La Poudre, c'était de dire enfin, je vais donner la parole à des femmes expertes et je vais pas les interrompre, puisque dans la sphère médiatique, c'est aussi l'image à laquelle on est exposé en permanence, c'est que les femmes sont en permanence interrompues. Je connais bien ce milieu à la télé en tout cas, donc je trouve que ça fait écho un cercle de femmes à ce qui peut se passer, est ce que moi je peux ressentir quand je fais un podcast avec quelqu'un. De le laisser parler, de voir toute la magie qui s'opère. Parce que tu as trop raison. Quand on prend le temps, il se passe des choses. Et d'ailleurs, je voulais te dire que je l'ai remarqué quand j'écoute ton podcast, je me dis toujours, Clémentine, elle laisse les gens parler, elle les coupe pas. Et pour moi, c'est vraiment... Les meilleurs podcasts, c'est les podcasts où la personne qui interviewe, elle laisse la réponse durer 30 secondes, 5 minutes, 10 minutes. Bon, des fois, j'imagine qu'il y a des choses à rediriger, mais je remarque toujours que la qualité de ton écoute fait que on a le temps de laisser la personne passer d'une réponse peut-être un peu superficielle à quelque chose qui est un tout petit peu plus profond. Donc, c'est également remarqué. Merci, c'est gentil parce que je pense que je compense pour ma vie de tous les jours. Je ne suis pas comme ça. Je m'excuse auprès de mon entourage. Ta famille écoute le podcast et dit « Pourquoi tu n'es pas comme ça ?» Parce que je coupe beaucoup plus la parole dans la vraie vie. Parce que ce n'est pas facile comme exercice. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu racontes sur le cercle de femmes. Je crois que j'ai à peu près tout dit, parce qu'après je veux aussi laisser les gens l'opportunité de lire ton livre et de ne pas dire tout ce qu'il y a dans ton livre, parce que c'est intéressant, et je voudrais surtout dire que c'est pour tout le monde en fait, et même les conjoints. Ok, vous n'êtes pas nouvelle mère, vous êtes nouveau père, mais peut-être ça vous permettra de comprendre le regard et ce que a peut-être pu vivre votre femme, parce qu'encore une fois on vit pas toute la même chose évidemment. Et je trouve que c'est ça que tu appuie bien dans ton récit, c'est que toi t'as vécu quelque chose, ta mère a vécu quelque chose, tes amis, et que toute l'histoire qu'on se monte dans la tête de elle vit mieux, elle vit moins bien, en fait non, c'est juste que chacune son chemin, et si on s'aidait entre nous, ça serait juste un petit peu plus simple d'enlever les barrières autour, quoi. Ouais. Et de valoriser tout ça. Vraiment, et je pense que c'est quelque chose que tu fais, et c'est quelque chose que j'essaye de faire, et c'est quelque chose qui me semble essentiel d'un point de vue, je le redis encore, féministe, c'est de réaliser que cette expérience de la parentalité, la raison pour laquelle elle est aussi mal comprise et elle est dévalorisée, c'est parce qu'elle est principalement portée par les femmes et que la voix des femmes est historiquement tue. Donc c'est quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui est humainement tellement riche de devenir parent. Et il y a un gros travail de passer de la honte et de la dévalorisation à la fierté et à la valorisation. Et ça passe par notre corps, ça passe par plein de choses, mais je trouve que ça passe aussi par cette expérience dont on fait le choix. Peut-être qu'on fait aussi le choix de ne pas être parent, mais même sans faire le choix d'être parent, c'est quand même quelque chose qui existe dans le monde. Les parents, ça existe. On est soi-même l'enfant de parents. On a soi-même un vécu avec ses propres parents, des choses à voir différemment, comme on le disait tout à l'heure, de voir derrière ses parents des humains. Ça, c'est un sacré truc à s'offrir et à offrir à ses parents. C'est dur. Hein. C'est dur et en même temps, il est temps, quoi. Il est temps, et oui, de faire ce travail de valorisation. Je trouve que c'est thérapeutique d'un point de vue individuel, c'est thérapeutique d'un point de vue collectif. Et voilà. Et moi, je voulais dire un dernier merci, parce que j'ai trouvé que mon année 2020, c'était une année de déconstruction de mes privilèges. Et dans ton livre, tu as un passage sur le corps, justement, et que j'ai trouvé très pertinent, qui m'a fait ouvrir les yeux sur le fait que non, tout le monde ne retrouve pas son corps après la grossesse. Moi, j'ai eu l'effet inverse, c'est que j'étais tellement fatiguée que j'ai séché. Donc, j'ai perdu 4 ou 5 kilos par rapport à mon poids d'avant. Donc, pour moi, mon corps, il était... Comment dire ? J'étais plutôt en paix avec lui, parce que finalement, je le trouvais mieux. Mais c'était une sensation de quelqu'un de privilégié, puisque j'ai pas eu à me battre trop longtemps contre mes kilos, même si, je tiens à dire, c'est ma deuxième grossesse, j'ai toujours 10 kilos en trop 4 mois après. Hein. Mais je me suis rendu compte que
je m'étais un peu construit ce discours de bah oui, c'est possible, ça va, c'est pas tout le monde prend pas du poids, on peut aussi maigrir. Oui, mais celles qui ne maigrissent pas ou qui prennent du poids, elles se sentent sûrement rejetées par ce que moi je peux ressentir. Donc, juste merci parce que ce passage sur le corps m'a un petit peu fait réfléchir. Si je peux me permettre de rebondir, moi, cette expérience-là m'a vraiment ouvert les yeux sur la grossophobie, en fait. Sur comment je disais que tout le monde peut avoir le corps qu'il veut et est libre de l'être, il y a de la beauté partout. Mais quand je descendais mes yeux vers mon corps correspondait aux attentes de la société. Et quand il a arrêté de correspondre aux attentes de la société, il y avait de la souffrance. Et du coup, je me disais, en fait, t'es pas si libérée que ça de ce regard-là. Et ça m'a permis de regarder des documentaires et de rencontrer des personnes qui parlent justement de ça, de cette charge supplémentaire qui pèse principalement sur les femmes, de se faire petite, en fait. Pas seulement physiquement, mais du coup, c'est hyper symbolique d'être petite, d'être fine, mais du coup aussi de ne pas prendre de place. Il y a tellement de choses aussi à dire sur ça. Donc c'est aussi, comme tu dis, les privilèges. Quand on est parent, on a il y a cette phrase de... c'est quoi déjà ? Avant, j'avais des principes. Maintenant, je suis parent. Tu as tous ces trucs que tu as avant sur comment il faut être parent. Mais attends, quand on est parent, il faut être émotionnellement disponible. C'est fou que mes parents n'aient pas vu ça. C'est fou que mes parents n'aient pas eu de l'amour inconditionnel tout le temps sur la société. Puis d'un coup, tu deviens parent, tout est bouleversé et tu humanises beaucoup plus les vécus de tout le monde. Donc, c'est une super belle porte d'entrée vers les gens qui sont différents de toi. C'est sûr que ça l'a été pour moi aussi. Et qui vivent autre chose. Donc voilà, merci. Lisez ce livre, Nouvelle mère. Je trouve que c'est très simple à lire dans le sens où ça parle à tout le monde en fait. Et c'est ça que tu as réussi à faire de ta propre expérience. Je trouve que c'était chouette. Donc merci de m'avoir offert ton livre en septembre quand je suis devenue maman deuxième fois parce que ça m'a fait ma lecture du postpartum. C'était très agréable pendant que j'allaitais. Merci. Merci Clémentine. Et merci à toi pour tout ce que tu fais. C'est précieux. C'était Cécile Doherty-Bigara, autrice du livre Nouvelle mère. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, @lamatrescence, à laisser un commentaire et à mettre 5 étoiles. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.